Docteur Synapse. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du vaccin contre le Covid-19. Avec nous aujourd'hui, le chef de service des maladies infectieuses du CHU Brugmann. Bonjour. Bonjour Mehdi, bonjour Docteur Synapse. Voilà. Cet exposé va être divisé en 7 parties. Introduction, type de vaccin, indications, effets indésirables et contre-indications, l'injection du vaccin, son efficacité, les doutes et les hésitations de la population, ainsi que les populations spécifiques. D'abord, l'introduction. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un vaccin ? Alors un vaccin est un moyen de stimuler l'immunité cellulaire ou humorale, on verra que c'est important, contre un organisme, un micro-organisme. Et donc le vaccin, ça vient initialement de la vaccine. Donc en Angleterre, il s'était aperçu qu'il y avait d'un côté les gens qui faisaient la variole, donc une maladie grave qui tuait les gens, et d'un autre côté des fermières trayant des vaches et ayant des vésicules sur les mains qui ressemblaient plus ou moins aux vésicules, mais en moins sévères, aux vésicules de la variole. Et donc l'idée était que en fait ces fermières ne tombaient pas malades de la variole. L'idée était donc qu'elles avaient acquis une forme mutée du virus de la variole, un virus atténué, vivant atténué. Et donc on a fait une expérience, on a inoculé ça à un enfant. Donc le virus prélevé, ou en tout cas le pu contenant le virus prélevé sur les mains d'une fermière, et l'enfant n'a pas attrapé la variole. Et de là est né le concept que quand on peut inoculer un agent vivant pour développer une réaction immunitaire contre cet agent et ne pas donc développer de maladie avec l'agent, on va dire, mère ou l'agent initial. Généralement, donc, c'est la même chose que quand on a une infection naturelle, c'est-à-dire qu'on a des cellules qui présentent les antigènes, qui s'aperçoivent, on va dire, de la présence d'un hôte étranger, qui l'intègre, qui, on va dire, le digère et expose à leur surface des morceaux du microbe ou du virus en question, ou alors même par exemple des sous-unités vaccinales ou du virus tout à fait atténué ou complètement inactivé. Et donc ces cellules présentent alors tant aux lymphocytes B qu'aux lymphocytes T, donc des morceaux antigéniques qui permettent de stimuler l'immunité et donc de provoquer une immunité humorale et ou une immunité cellulaire. On enchaîne directement avec la deuxième question. Actuellement, le vaccin contre le Covid-19 est distribué partout dans le monde de façon entre guillemets gratuite. Mais qui paye en vérité ces vaccins ? De façon gratuite est un grand mot puisque des États et diverses organisations ont donné des sommes importantes à diverses firmes pharmaceutiques pour accélérer le développement du vaccin. Donc ce sont principalement les États qui payent. En plus, une organisation s'est mise à rassembler de l'argent pour payer les vaccins pour les pays en voie de développement. C'est donc l'alliance COVAX, Coronavirus Vaccine Access, donc une organisation commune entre WHO, Gavi et le CEPI étant la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, donc aussi une organisation à but non lucratif. Donc cet organisme COVAX est censé payer et distribuer les vaccins pour les pays en voie de développement. En Belgique et dans, je pense, les autres pays entre guillemets industrialisés, la vaccination est gratuite, mais il faut compter qu'un vaccin genre Pfizer-BioNTech coûte 45 € les 2 injections.
Ça fait quand même pas mal d'argent. On va directement passer à la deuxième partie de cet exposé, les types de vaccins. Quels sont les types de vaccins qui existent d'abord en Belgique? Alors en Belgique, oui, en tout cas comme vaccin enregistré par donc EMA, donc European Medicament Agency, donc l'agence pour l'enregistrement des médicaments en Europe, donc a reconnu pour l'instant 3 et bientôt, je pense 4, Johnson & Johnson doit être reconnu aussi, donc des vaccins à ARN, ce sont donc les vaccins de BioNTech et les vaccins de Moderna. Alors, un vaccin avec un vecteur viral, qui est le vaccin d'AstraZeneca, et un autre vecteur viral, qui est le vaccin de Janssen, Johnson & Johnson. Les principes sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que le but du vaccin est ici de délivrer aux cellules du système immunitaire des informations par l'introduction d'ARN messager qui va donc faire en sorte qu'à l'intérieur d'une cellule, cet ARN messager va être lu par les ribosomes, va produire des protéines. Ici, c'est la protéine Spike, la protéine S, celle qui sert à l'attachement au récepteur ACE2 du virus corona. Et donc, cette protéine va être exprimée par les cellules dans lesquelles va rentrer soit la forme entre guillemets liposomale en nanoparticules lipidiques des vaccins Pfizer et Moderna, ou bien les adénovirus transporteurs pour les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, et faire en sorte qu'il y ait une expression de cette protéine Spike qui sera ensuite reconnue, comme on l'a dit, par les antigen presenting cells et donc exprimée pour stimuler l'immunité humorale et cellulaire. Très bien. C'est vrai qu'il existe d'autres vaccins dans le monde, comme le CanSino, le Johnson & Johnson ou le Sinovac. Quelles sont leurs caractéristiques et leurs différences par rapport aux autres vaccins? Alors, le vaccin CanSino est un vaccin qui est également utilise également un vecteur adénovirus, donc entre AstraZeneca, Johnson & Johnson et CanSino. Donc ce sont des choix différents d'adénovirus. Il faut savoir que ces choix d'adénovirus sont importants parce qu'on peut déjà avoir rencontré des adénovirus dans sa vie, et donc si on est immunisé contre ces adénovirus, alors on élimine directement le vecteur, alors qu'il n'a même pas eu le temps de délivrer son ARN messager à la cellule cible pour qu'elle soit productrice de la protéine Spike. Il y a d'autres types de vaccins qui sont le vaccin inactivé, donc c'est ça le Sinovac, en fait c'est le vaccin de la firme Sinovac, ça s'appelle le Coronavac. En fait, ça, le principe, c'est de produire une quantité importante de virus et donc de l'inactiver par différentes techniques, et puis ensuite donc d'injecter ces particules virales donc tuées, donc elles ne peuvent plus se multiplier, donc elles ne sont pas dangereuses. La seule chose entre les vaccins dont on a parlé, ARN messager ou par vecteur adénovirus ou bien même encore un autre ADN, c'est que le vaccin avec virus inactivé produit surtout de l'immunité cellulaire et peu d'immunité, enfin de l'immunité humorale et non pas de l'immunité cellulaire. Or, l'immunité humorale, bien qu'il existe des cellules B mémoire, est probablement une immunité qui va persister moins longtemps. Donc il se pourrait que la réponse vaccinale disparaisse avec le temps. Et aussi, donc,
vaccin nécessite l'adjonction d'adjuvants pour vraiment stimuler cette réponse immunitaire. Et ces adjuvants, comme l'aluminium, pourraient aussi être liés à une certaine toxicité, on va dire. Ok. Est-ce qu'il existe actuellement des études qui ont pu comparer les différences entre ces différents vaccins? Je ne suis pas au courant d'études qui comparent les vaccins, on va dire head to head. Donc chaque vaccin rapporte un certain degré d'efficacité, on va dire à peu près similaire, entre 80% pour l'AstraZeneca, le Johnson & Johnson et 90-95% pour Pfizer. Ce sont des résultats de protection qui sont extrêmement satisfaisants, en se disant que le vaccin de la grippe ne protège pas plus d'à 60%. Donc ce sont des bons vaccins, et aussi pour obtenir une immunité de masse, ce sont les vaccins qui produisent une immunité largement suffisante. Parfait. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Quelles sont les indications, effets indésirables et contre-indications de ces vaccins? On va d'abord parler des indications. Quelles sont les populations qu'il faut vacciner en premier? Alors il semble qu'on ait envie de vacciner la majorité de la population, mais il est évident qu'il est important de commencer par les personnes les plus à risque soit de décéder. Donc les personnes les plus à risque de décéder, ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans. Au plus on est âgé, au plus on risque de décéder. Les personnes qui ont des comorbidités, en plus ou en moins d'être âgées. Donc ces comorbidités, c'est surtout l'obésité, mais également le diabète et l'hypertension. Les personnes qui sont immunodéprimées, comme les personnes qui sont transplantées, greffées rénales. Ensuite, on peut dire des métiers que l'on qualifie entre guillemets d'essentiels, comme le personnel soignant. On pourrait aussi envisager là-dedans le personnel enseignant, si on veut éviter la fermeture des écoles. Et enfin, quel que soit l'âge, toutes les personnes qui souffrent de comorbidité et qui pourraient décéder si elles attrapaient le coronavirus. Il me semble illusoire de vouloir vacciner 7 milliards d'individus. Donc, à un moment, on a vu que des personnes qui avaient déjà fait le coronavirus pouvaient recevoir une seule injection et non pas deux. Ce n'est pas ce qui est recommandé en Belgique, mais ce qui est recommandé en France. Que les personnes qui ont déjà fait le coronavirus peuvent avoir un délai entre leur leur Covid-19, comme on dit, et la vaccination qui peut s'étendre à plusieurs mois, 3 à 6 mois. Donc voilà. Limite d'âge, il n'y a pas de limite d'âge supérieure, donc au plus on est âgé, au plus il est indiqué de se faire vacciner, et ce sont des gens qui devraient être vaccinés en priorité. On a déjà commencé à vacciner les personnes dans les homes, les maisons de repos et les EHPAD pour les Français. Maintenant, on est en train de descendre dans les tranches d'âge. Par contre, pas d'essais ont été réalisés dans la population pédiatrique, 16 ans pour Moderna, au-dessus de 18 ans pour Pfizer. Et donc, il n'est pas conseillé pour l'instant, donc il n'y a pas de données concernant la population en dessous de 16 ou 18 ans, mais il y a au moins une étude en cours pour ces populations pédiatriques. On a quand même vu que généralement les enfants faisaient des formes extrêmement bénignes de la maladie, et donc il faudra aussi choisir parmi les enfants ceux qu'on va vacciner, des patients avec des pathologies cardiaques, respiratoires ou métaboliques. Ok, c'est vrai que c'est extrêmement médiatisé, mais quels sont les vrais effets indésirables du vaccin contre le Covid? En fait, ça, on a quand même vacciné maintenant 100 millions d'Américains. On a vacciné pratiquement 30 millions de Britanniques. On voit que les effets indésirables, qui sont justement extrêmement médiatisés, on n'en entend pas beaucoup parler parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les chocs anaphylactiques sont extrêmement rares, c'est environ 1 pour 1 million. Il y a des incertitudes concernant, par exemple, la femme enceinte ou bien la grossesse, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu une démonstration d'événements indésirables, mais c'est plutôt par principe de précaution. Bien sûr, on a entendu parler récemment de l'augmentation du risque de thrombose et voire d'embolie pulmonaire chez des patients ayant reçu le vaccin AstraZeneca.
j'ai les mêmes informations que vous, donc WHO et EMA a revalidé donc l'utilisation du vaccin AstraZeneca en affirmant que le nombre de cas apparaissant sous vaccin est similaire au nombre de cas apparaissant dans une population générale. Donc tous les jours, il y a des gens qui font des thromboembolies indépendamment d'être vaccinés contre le coronavirus. Alors, les effets secondaires principaux sont ceux que l'on peut attendre pour tout vaccin, notamment à la deuxième dose, c'est-à-dire si le vaccin prend bien, eh bien, on a mal au point d'injection, on peut éventuellement avoir de la fièvre, des céphalées. Ce sont des effets secondaires qui sont facilement maîtrisables par un petit peu de paracétamol. Donc, comme on a dit, les réactions allergiques, notamment pour les Pfizer et Moderna, sont extrêmement rares et de plus ne sont pas croisées avec d'autres allergies, comme les allergies au pollen, les allergies aux œufs, ne sont pas croisées avec les allergies aux vaccins traditionnels, puisqu'ils ne contiennent pas les mêmes ingrédients que ces vaccins traditionnels. Bien, bien. Maintenant, on va passer à la quatrième partie. Les modalités d'injection du vaccin. D'abord, pourquoi est-il important de réaliser 2 doses de vaccin contre le Covid? Oui, alors là, c'est un effet, on va dire, un petit peu non voulu de la nécessité d'injecter 2 doses. Ils ont vu qu'en injectant une seule dose, ils atteignaient, par exemple, pour le Pfizer, 50% d'immunité à 2 semaines après la première injection et 95% d'immunité 2 semaines après la deuxième injection. Donc, par contre, le vaccin de Johnson & Johnson a l'avantage de ne nécessiter qu'une seule injection. Donc, les vaccins qui nécessitent qu'une seule injection sont évidemment plus simples à organiser au niveau logistique. Donc, il y a aussi des différences dans les modes de conservation de ces vaccins, avec le plus compliqué étant le Pfizer, qui doit être gardé à moins 80 pour le long stockage, à moins 20 pour des stockages plus courts, alors que le Johnson & Johnson peut être conservé dans un frigo classique pour plusieurs semaines, voire mois. L'intervalle est défini le plus souvent lors du protocole d'étude initiale, et donc dans Pfizer c'était 3 semaines et dans Moderna c'était 4 semaines, AstraZeneca c'est 3 mois, Johnson & Johnson comme on l'a dit c'est une seule dose. Bien souvent ces délais de rappel sont des délais on va dire je dirais à respecter plus ou moins dans la mesure où par exemple pour le Pfizer en Angleterre ils avaient décidé d'espacer la première dose la deuxième dose jusqu'à 3 mois après la première dose parce qu'il y avait une pénurie de vaccins. Il valait mieux que plus de gens reçoivent une seule dose plutôt que 2 doses en gardant la deuxième dose pour ceux qui avaient reçu la première dose. Maintenant, le laps de temps pour le Pfizer entre la première dose et la deuxième dose a été élargi à 5 semaines. Donc on peut être minimum 3 semaines, maximum 5 semaines. Et probablement que ces délais très précis d'injection, de rappel, ne doivent pas être raccourcis, mais peuvent être, si nécessaire, élargis, tout en restant raisonnable. Tout ceci est en dehors d'études, mais on le voit bien pour d'autres vaccins. Quand on dit pour le vaccin de l'hépatite A, rappel dans 1 an, ce n'est pas à 1 an précis. Si c'est réalisé à 13 mois ou à 14 mois, c'est évidemment encore valable. En restant sur le même sujet, est-ce que d'autres vaccins peuvent être associés au vaccin contre le Covid? Non. Alors pour le vaccin coronavirus, de manière... il s'agit vraiment d'un vaccin entre guillemets extraordinaire pour lequel des précautions
incroyables ont été appliquées. Si vous allez à une clinique du voyage, avant d'aller faire un petit trip en Afrique ou en Asie, vous pouvez recevoir jusqu'à 5 vaccins, y compris des vaccins vivants atténués, des combinaisons de vaccins inactivés, de particules inactivées. Et pour cela, outre les précautions habituelles de demander si vous avez des allergies, de vous garder 15 minutes après, on ne vous fera pas signer des papiers et faire 36 000 choses. Pour le coronavirus, mais surtout en Belgique, je pense, et peut-être dans les hôpitaux, on a déployé une importante précaution par rapport à l'administration de ces vaccins, ce qui fait qu'on ne recommande pas de se vacciner avec un autre vaccin en même temps, pas que l'on craigne qu'il y ait d'interaction entre ces vaccins, mais qu'on n'a pas envie de confondre les effets secondaires respectifs de chacun de ces vaccins, puisqu'on veut pouvoir décrire les effets secondaires propres de ces vaccins anti-coronavirus. Il est vrai que ces vaccins ont été développés extrêmement rapidement et enregistrés extrêmement rapidement, donc la surveillance post-marketing reste indispensable pour décrire des effets secondaires rares mais graves, et donc il est important de pouvoir bien différencier les effets secondaires liés à un vaccin des effets secondaires liés à un autre vaccin ou une maladie en cours, ce qui fait qu'on n'administrera pas 2 vaccins simultanément et qu'on déconseillera aux gens qui sont en présentant avec une infection aiguë, bien entendu on exclura la Covid-19, mais on ne vaccinera pas quelqu'un qui est déjà fébrile au moment de la vaccination. Passons maintenant à la 5e partie, l'efficacité des vaccins contre le Covid. C'est vrai qu'on a déjà évoqué en partie l'efficacité des différents vaccins, on a bien compris qu'ils sont efficaces, mais est-ce qu'ils sont aussi efficaces, voire en partie efficaces, contre les variants du Covid-19 ? Question piège. Si l'on imagine que le coronavirus continue à se propager entre humains, son devenir pourrait être comme le virus de la grippe, virus influenza, et donc avoir des mutations antigéniques suffisantes que pour ne plus être reconnu par le vaccin actuel. Il faudra donc peut-être, ou probablement, remettre à niveau le vaccin anti-corona. Donc là, on est au SARS-CoV-2. On arrivera peut-être au SARS-CoV-2.1 ou au SARS-CoV-3. D'ailleurs, à ce sujet, ce n'est pas pour rien qu'il y a des instituts de virologie très poussés, comme d'ailleurs ça se trouvait à Wuhan, mais également dans tout le sud-est asiatique, pour diagnostiquer et analyser très précocement les virus respiratoires. Comme vous savez, chaque année, nous sommes menacés par les grippes aviaires, les grippes porcines, également donc ce nouveau coronavirus, mais il y avait eu le SARS-CoV-1 il y a quelques années. Donc ces laboratoires sont chargés de définir les souches virales qui, lors du passage à l'hiver dans les pays industrialisés du Nord, vont être présents et devraient être intégrés dans les vaccins. C'est ce qui fait que chaque année, le vaccin de la grippe change en intégrant des souches que l'on pense pouvoir venir en Europe lors de la saison froide. Très bien. Actuellement, il y a plusieurs campagnes vaccinales à travers le monde contre le Covid-19. Quel pourcentage de la population doit-on vacciner pour arriver à une immunité collective ? Là, de nouveau, c'est difficile. C'est certainement beaucoup, 30, 50, 60% pour obtenir une immunité collective. Maintenant, dans l'immunité collective, que vise-t-on ? Le fait que plus personne n'attrape le coronavirus ou au contraire que plus personne ne meurt du coronavirus. Ce ne sont pas les mêmes populations. Vous connaissez tous des gens qui ont eu le coronavirus, des formes bénignes.
la plupart des jeunes personnes ont des formes bénignes. Si maintenant, ça c'est mon opinion personnelle, hein, si maintenant, et je pense que ça sera ça qui va arriver, ce coronavirus ne sera pas expurgé de la planète, donc ne sera pas éradiqué, on va se retrouver avec des petites épidémies chaque année, ce qui est le plus probable vu que les personnes dans les pays du Sud, les pays pauvres, ne pourront pas se vacciner, et également que nous avons une frange quand même importante de la population européenne qui refuse de se faire vacciner, donc il restera des réservoirs de personnes susceptibles. Donc ce coronavirus, qui a d'ailleurs été déjà intégré dans des panels respiratoires, donc qui détectent automatiquement les autres coronavirus pathogènes pour l'humain et ont ajouté celui-ci de manière donc intelligente et anticipative, va devenir un acteur permanent de la pathologie infectieuse. Et quand on aura donc un tableau respiratoire viral, il faudra également penser au coronavirus. Il y aura sans doute des petites épidémies qui viendront et s'en repartiront. On va enchaîner sur les doutes et les hésitations de la population. Pourquoi tant de personnes hésitent à se faire vacciner ? Alors la résistance à la vaccination est quand même un phénomène culturel qui dépend très fort du pays où l'on se trouve. Dans les pays du Sud, les gens sont habitués à des campagnes vaccinales élargies et le plus souvent ont confiance dans ces vaccins. Et donc les vaccinations de masse sont vraiment quelque chose qui est la routine et qui est bien accepté par la population générale. La France, le pays de la vaccination, est probablement l'un des pays les plus réfractaires à la vaccination, avec plein d'idées complotistes comme quoi le vaccin ARN rendrait stérile, comme quoi on veut nous injecter des informations génétiques ou recueillir nos informations, etc. Donc, il est difficile de comprendre pour des gens qui sont elles-mêmes convaincus de l'utilité de la vaccination, de comprendre ces dires. Malheureusement, les personnes complotistes ou les personnes qui dénigrent les vaccins, même si elles ne sont pas si nombreuses que ça, ont par contre un important pouvoir de nuisance parce qu'elles sont très actives sur les réseaux sociaux notamment. Donc il suffit de quelques individus très motivés pour déstabiliser une grande population. Les doutes liés à la vaccination devraient être contrebalancés par l'étude de la gravité de la maladie. Donc 147 millions de gens ont attrapé le coronavirus de par le monde, 2,7 millions de gens en sont décédés. Donc quand on pense à ces 2,7 millions de gens décédés du coronavirus et qu'on voit la paucité, donc à peu près maintenant il y a le même nombre de gens qui ont été vaccinés par rapport au nombre de gens qui ont attrapé le coronavirus de par le monde, on demande à être vaccinés. 3000 morts par jour au Brésil, un pays qui pour l'instant n'a pas accès au vaccin de par le choix de son président. Donc je pense que si vous avez possibilité de vous faire vacciner, surtout si vous avez des facteurs de risque, âge ou comorbidité, n'hésitez pas. Je pense que le message était très clair. En résumé, vaccine-toi. Dernière partie. Nous allons parler de certaines populations spécifiques. Est-ce qu'il est vrai qu'il n'est pas recommandé de vacciner les femmes enceintes ? La deuxième population, c'est plutôt les patients immunodéprimés. Est-ce qu'il est important de les vacciner ? Et la troisième population, les patients qui ont déjà présenté une infection à SARS-CoV-2. Alors, commençons dans l'ordre. Pour les femmes enceintes, donc, ce n'est pas du tout que le vaccin n'est pas recommandé. Au contraire, le vaccin n'a pas été étudié chez les femmes enceintes, car comme d'habitude, les femmes enceintes sont exclues des essais cliniques. Une fois que vous êtes enceinte, vous ne pouvez plus être inclus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que avoir de la fièvre au troisième trimestre provoque des accouchements prématurés, donc ça n'est pas bon pour la santé du nouveau-né, et aussi qu'en raison de, on va dire, l'encombrement volumétrique lié à la grossesse, en fin de grossesse,
le fait d'avoir la moindre petite pneumonie sur le poumon est également extrêmement délétère pour la mère. Donc non, il n'est pas contre-indiqué de vacciner la femme enceinte, il est même indiqué de vacciner la femme enceinte. Par principe de précaution, on évitera peut-être le premier trimestre. On dit également aux femmes qui se font vacciner de ne pas tomber moins de 2 mois après la deuxième dose. Tout ça pour éviter que les 8 ou 12 premières semaines d'organogenèse se passent tranquillement en dehors du vaccin, quoique il n'y a pour l'instant aucune suspicion que ce vaccin, par un mécanisme physiopathologique bien précis, puisse aller causer des pathologies fœtales ou embryonnaires. Donc là, la femme enceinte devrait se faire vacciner, d'autant plus s'il est exposé de par son travail au coronavirus. En ce qui concerne les personnes immunodéprimées, ces personnes doivent se faire vacciner car elles peuvent ne pas être capables de monter une réponse immunitaire suffisante que pour se débarrasser du virus corona. Ce sont les personnes greffées, les personnes qui ont reçu des chimiothérapies, notamment pour des lymphomes. Une des interrogations est: est-ce que ce vaccin fonctionne aussi bien chez les personnes immunodéprimées? Donc on sait aussi que les personnes qui reçoivent des biothérapies, il faut choisir le bon moment entre l'initiation de la biothérapie et le vaccin, ou l'interruption de la biothérapie et le vaccin, pour favoriser, entre guillemets, la prise du vaccin. Donc tout ça, c'est bien connu. Pour les autres vaccins, donc le même principe devrait être appliqué pour les vaccins anti-coronavirus. En résumé, vaccine-toi. Je pense que c'est la meilleure chose à recommander. Je pense qu'il faut prioriser les populations qui doivent se faire vacciner. Je pense qu'il est inutile de vacciner des personnes jeunes et en bonne santé qui feront un petit coronavirus. Je pense aussi que quelque chose de, entre guillemets, pas faire, non faire, donc pas équitable, va se passer de par le monde, puisque la vaccination, c'est pour les riches. Les personnes des pays en voie de développement n'y auront pas accès, qu'elles soient jeunes ou plus âgées, avec ou sans comorbidité. Je pense que s'il n'y avait pas cette course vaccinale en augmentant les prix, en bloquant les exportations de vaccins, que donc il y aurait une compétition beaucoup plus équitable, donc une absence de compétition, une distribution beaucoup plus équitable du vaccin qui permettrait donc de privilégier les personnes les plus susceptibles de décéder de cette infection par le coronavirus. Merci beaucoup, c'était vraiment très clair, concis et très riche. Merci. Merci aussi, à une fois prochaine. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.